Donc, segment vert ou rouge, comme à l'habitude, en fait, je vous donne une affirmation. Vous pouvez répondre par vert ou par rouge, donc si vous êtes en accord ou en désaccord. Et par la suite, vous pouvez expliquer votre position également. Donc, on a 2 verts ou rouges concernant le Canadien cette semaine, comme la saison est maintenant terminée. Et l'un des points qui a fait beaucoup jaser au bilan de fin de saison, c'est la prolongation de contrat de Cole Caulfield, qui on sait, les négociations allaient de bon train. On semblait très heureux au mois de janvier. Là, dernièrement, on entend moins parler. Et même Cole Caulfield avait l'air un peu plus pessimiste qu'en début de saison. Donc, l'affirmation va comme suit. Cole Caulfield signera un contrat pont avec les Canadiens de Montréal plutôt qu'un contrat à long terme. Julien? Rouge, parce qu'il faudrait que ça soit rouge. Je pense pas que c'est une bonne idée. Ça va au-delà des performances sur la patinoire. Là. On voit quand même que son attitude, il n'y a pas de problème. Il grandit comme joueur aussi, pas en taille, là, mais en personnalité. Sinon, il coûte très cher. Mais je pense que ça serait mieux pour l'intérêt de l'équipe que ça soit immédiatement un long terme. Parce que sinon, parce que l'équipe prévoit gagner pas dans 2-3. Il prévoit gagner peut-être dans 3 ans. Fait que là, si on fait un contrat pas de 3 ans, dans 3 ans, il faut le signer à 10,5. On va avoir des problèmes de masse salariale. Donc, c'est pour ça que moi, j'irais do or die avec, là, où tu l'échanges. Éloi? Ouais, moi, je sais plus c'est quoi la couleur qui est associée à quoi, là, mais je vais y aller avec le contrat à long terme, là, s'il vous plaît. Vert. Non, ça va être rouge dans ce cas-là, la réponse. Rouge dans ce cas-là, hein? Fait que c'est ça. Dans le fond, je pense que c'est assez clair que pour un jeune joueur comme ça, je pense pas qu'il ait été écœuré du marché montréalais encore. Là. Je pense que tu veux te prouver dans ton équipe, puis on a un noyau qui s'en vient qui va être excellent dans les prochaines années. Je pense que des jeunes veulent faire partie de ça, pour vrai, puis ça reste un marché spécial. C'est l'équipe qui l'a repêché. Je pense que pour lui, c'est important d'assurer aussi son avenir et tout ça. Donc, si une offre de contrat à long terme, ce serait une bonne option pour lui de la signer. Puis pour le Canadien, mais c'est assez évident pourquoi on voudrait mettre Cole Caulfield du contrat pour longtemps. Donc, d'après moi, il n'y a pas trop de doute dans ma tête. Là. Un joueur de sa trempe, il faut que tu le signes à long terme, il faut que tu trouves le moyen. Steph? Oui, je vais y aller avec rouge aussi, comme mes collègues. Un peu comme Julien, Éloi disait, là, je pense qu'on n'a pas le choix. Oui, il y a l'aspect marketing, il y a l'aspect reconstruction, ou utilisez l'adjectif que vous désirez. Je pense que ça, c'est important pour l'équipe. Il y a de l'air d'un gars, oui, qui apprécie Montréal, qui est bien, très bon, semble du moins là, très apprécié même de ses coéquipiers, amène une belle énergie. Kent Hughes, jusqu'à maintenant, quand même prouvé là, qu'en général, il est capable de faire le travail. Là. Je sais que, si je ne me trompe pas, là, c'est Jordan Harris l'an passé. Là, tout le monde était un peu inquiet. Il écoulait sa dernière année universitaire. On n'avait pas signé encore, finalement, les choses, du moins. Kent Hughes ne semblait pas très, très nerveux de ça. Était confiant là, que les choses allaient se faire en bon terme. Il a l'air d'un gars... bon, je sais pas, je peux utiliser le mot zen quand on est DG du Canadien de Montréal, mais du moins, il projette quand même cette confiance-là. Patrickson n'est pas un client facile, mais donc, il exige beaucoup et j'imagine que c'est un peu ça l'élément. Mais oui, je pense que je crois bien que Kent est conscient de l'importance que ça a et je pense qu'à la fin de la journée, Cole risque d'avoir principalement là, ce qu'il demande pour plusieurs années. Je vais aller avec rouge également. Je crois aussi que ça va être un contrat à long terme. Par contre, ce que j'ai hâte de voir, c'est justement le montant qu'on va signer parce que je pense que le problème, je pense qui peut peut-être retarder un peu les négociations, c'est qu'évidemment, le clan Caulfield veut sûrement beaucoup d'argent. Et c'est peut-être là que je pense qu'il pourrait avoir la possibilité éventuellement de voir un contrat pont parce que c'est sûr que si, exemple, on voit qu'on ne peut pas atteindre ce qu'on veut comme montant en raison des signatures comme Boldy, comme Hughes quand même assez récemment aussi, ou même juste Suzuki dans l'équipe, peut-être qu'on va vouloir attendre 2-3 saisons pour confirmer, si on veut, dans la Ligue nationale et par la suite, justement, signer un plus gros contrat. Mais je pense quand même que le Canadien ne voudra pas signer tant que ça ne sera pas à long terme, justement pour se sécuriser. C'est à dire que c'est sorti de la bouche de Cole Caulfield lui-même, j'ai rien prouvé encore. Donc, ouais. Ça, c'est à savoir, est-ce que ça s'est dit durant les négociations puis qu'il a voulu la ressortir en point de presse? Je serais curieux de voir qu'est-ce qui a mené justement à cette situation-là de sa part. Mais oui, c'est quand même
étrange de l'entendre dire ça dans un contexte de négociation. Donc, parce que ça ne joue pas nécessairement à son avantage de dire ça. Prochaine affirmation. La Ligue nationale de hockey devrait instaurer des amendes ou des suspensions aux joueurs réfractaires des valeurs de la Ligue. Donc, par exemple, lors des soirées organisées par la Ligue, est-ce que si un joueur décide de ne pas y participer, il devrait justement avoir une amende ou une suspension, vu qu'on est contre les valeurs? Éloi? Ça, tu parles-tu, mettons, des chandails de réchauffement, là? Oui, exactement. Genre, Ouais. c'est de la fierté ou Ouais, de la journée des femmes ou autre. ouais. Je pense que c'est important de suivre les valeurs de la Ligue. Là, sont là pour une raison, ces valeurs-là. C'est pour que le hockey soit pour tout le monde. Puis, ouais, je pense que, de toute façon, les amendes qu'on donne dans la Ligue nationale, c'est plus symbolique qu'autre chose. Là, ils ne vont pas leur donner des millions de dollars d'amende. Donc, je pense que symboliquement, ça serait la bonne chose à faire pour montrer que la Ligue ne se range pas derrière ces joueurs-là, puis qu'on ne veut pas que ce soit eux autres qui gagnent au final. Steph? Je vais y aller avec vert sur le principe. C'est sûr que je me questionne un peu quand même au niveau, l'employeur exact, c'est la Ligue ou c'est l'équipe? Si on y va d'un point de vue opérationnel, business régulière, là, je travaille pour une compagnie X, je ne ferai pas de pub ce soir, mais je travaille pour une compagnie X, donc les valeurs qui sont définies par mon équipe, par mon entreprise sont les telles. Est-ce que en ne démontrant pas que j'appuie, veut dire automatiquement je les appuie pas. C'est l'employeur exact exige quoi des joueurs? C'est comme, est-ce que c'est automatiquement parce qu'on veut pas porter, puis oui, on s'en a entendu, mais ils ont d'autres événements. Il y a plusieurs événements là, dans la Ligue. Là. Il n'y a pas juste celui de la fierté là, dont on a beaucoup parlé dans les dernières semaines. Donc, je pense que le combat de l'association des joueurs, parce qu'évidemment, employeur-employé, ça va revenir à cet élément-là. Je ne crois pas que l'association des joueurs serait très, sur un point de vue personnel, vert absolument. Mais si on regarde un point de vue business, je ne suis pas certaine que l'association des joueurs serait très encline à ce que ses employés, ses membres, soient privés de salaire dans une optique qu'ils ne veulent pas démontrer un soutien à quelque chose auquel ils ne croient pas. Est-ce que l'employeur peut forcer cet aspect-là? Je ne suis pas certaine non plus, et là, je suis loin d'être une spécialiste de du droit d'entreprise, là, mais c'est plus ça que je me questionne vraiment plus au niveau légal. Puis en même temps, j'imagine que comme la majorité du temps, on peut se concentrer sur le 99,8 personnes qui le font avec cœur puis avec une empathie réelle pour les causes là, qui sont supportées. Mais la Ligue doit continuer de faire ce soutien-là et de démontrer qu'il n'y a aucune... qui ne baisse pas du tout pavillon là, devant tout ce qui peut se passer par rapport à ça. Julien? Ouais, je pensais plus au point de vue philosophique. C'est sûr que, tu sais, au point de vue comme, tu sais, de l'application, tu sais, c'est ça, c'est un peu plus complexe. Moi, par exemple, je serais quand même pour une conséquence. Tu sais, pour moi, c'est aussi pire que d'interdire, pas d'interdire, mais de comme être contre que les femmes jouent au hockey, comme des Noirs jouent dans la Ligue nationale. Pour moi, c'est aussi pire que ça. Tu verrais-tu un joueur, moi, je supporte pas qu'il y ait des Noirs qui jouent au hockey, ça ferait quoi dans les médias? Ça serait incroyable. Là, c'est impensable. Là, qu'il y ait des dinosaures qui existent, on sait qu'il y en a qui existent. Mais pour moi, le fait, mais je vais donner un exemple, un enfant qui tripe sur, que son gars c'est Eric Stahl, mettons, qui est homosexuel, puis que là, je sais pas, un jeune de 13-14 ans, mettons, qui s'identifie plus comme homosexuel, puis que là, Eric Stahl, il fait ce qu'il fait au nom de la religion. En plus, il dit au nom de la religion, fait que lui, dans sa tête, il va associer la religion chrétienne, donc tous ceux qui peuvent pratiquer, peut-être, il peut faire des clashs, mais c'est parce que ça a des conséquences, ces gestes-là, dans la société. Qui sont néfastes. Donc, s'il y a des conséquences néfastes à tes gestes, je pense qu'il faut que toi, tu aies des conséquences aussi. Donc, moi, c'est un peu ça mon principe. Là, on tolère un peu l'intolérance dans chacune des équipes. Puis, une équipe, c'est comme une micro-société, puis il faut accepter tout le monde, etc. Puis, ce que ça envoie comme message, même si c'est un joueur, puis on s'entend, la grande majorité des joueurs, on emboîtait le pas. Mais ça a des conséquences, les gestes qu'ils posent.
Donc, pour moi, ils doivent avoir des conséquences eux aussi. Ça peut faire beaucoup de mal à des gens, le fait qu'ils ne portent pas le chandail. Donc, par rapport à ce qu'ils représentent ou quoi que ce soit. Donc, moi, je pense que oui. Puis justement, comme Éloi disait, c'est plus symbolique, mais c'est un principe. C'est OK, parfait. Tu as le droit d'être un dinosaure, mais être un dinosaure, ça a des conséquences. Fait que toi aussi, tu vas avoir une conséquence. Mais après ça, tu fais ce que tu veux chez vous. Si tu décides de ne pas le porter puis tu t'assumes là-dedans, parfait. Mais il y a une conséquence. C'est plus au niveau philosophique, nécessairement que business, mais je sais qu'au niveau business, pratique, légal, c'est quand même difficile à appliquer. Donc, c'est tout ça, là, mais à un moment donné, il faut que tu montres quand même l'exemple. Ben, je vais avec Vert également, en fait, puis c'est pour revenir sur ton point, tu donnais un exemple d'un jeune de 13-14 ans, je vais plus loin que ça. Dans la Ligue nationale, ou même dans une ligue professionnelle de hockey, je crois que dans le monde entier, il n'y a aucun joueur qui s'est affirmé comme étant homosexuel. C'est difficile de croire qu'il n'y en a vraiment aucun, sachant, exemple, si on regarde par rapport au pourcentage de population. Donc, évidemment, il n'y a aucun joueur qui va être tenté de faire un pas justement de géant en s'affirmant et en voulant justement peut-être aider la cause si des coéquipiers, des adversaires ou d'autres membres de la Ligue nationale refusent simplement de porter un chandail. Puis si on s'entend, là, c'est pas, on ne demande pas un énorme geste, c'est de porter un chandail à l'échauffement. Et ça s'est fait par les années passées. Là, soudainement, il y en a un qui s'est opposé. Là, ça commence à sortir partout. C'est là que je pense que la Ligue nationale manque de dire non, ça a été comme ça pendant des années, on doit justement continuer de le porter, on doit s'assurer que les gens le fassent, même si on dit le 99% le fait, il faut se concentrer sur eux. Oui, mais la problématique va au-delà de ça, justement, si on n'a pas un message uni de toute la Ligue nationale, mais on sait qu'il y en a qui le portent encore, mais qui ne le croient pas. Tu sais, je crois que si tout le monde pouvait le porter, ben, ça ferait en sorte que c'est pas sans dire qu'on croirait plus, mais le message aurait plus de poignant, justement, en y allant comme ça. Puis quelque chose qui est hyper contradictoire à la Ligue nationale, c'est qu'on n'a pas le droit de dire nigger ou faggot sur la patinoire ou entre les arbitres, tout, on n'a pas le droit parce qu'il y en a qui sont suspendus. Il y a des joueurs qui ont été suspendus pour avoir dit des propos comme ça. Je pense à celui qu'on avait, Andrew Shaw, il avait déjà été suspendu pour ça, entre autres, un match, je pense. Donc, on n'a pas le droit de le dire, mais on a quand même un peu le droit de le montrer. Fait que, pour moi, c'est un non-sens. Donc, c'est que ce soit une suspension ou une taxe, une amende, il faudrait être conséquent. Je trouve que ça manque de conséquences. Puis, Rick Stark, qui a été à Montréal, il a porté son chandail. Là. Oui. Mais là, cette année, ça a commencé avec Provorov. Puis on dirait que c'est comme dans une zone grise, clairement. Là. Puis là, tout le monde s'est dit, moi aussi, je vais le faire, moi aussi, je vais le faire. Donc, c'est sûr qu'il faut statuer là-dessus parce que justement, il y a une zone grise qui s'est comme créée, il y a une brèche qui s'est créée, donc là, il faut statuer. On ne peut pas juste laisser ça comme ça parce que, évidemment, comme on vient d'énumérer de toutes sortes de façons, ça a quand même ça peut avoir des conséquences assez graves. T'sais. On parle de la santé mentale, puis c'est le fun, il y a de plus en plus de joueurs qui s'ouvrent puis qui vont dans les programmes et tout. Mais pour moi, c'est une forme d'intimidation, c'est une forme d'inacceptation de l'autre. Ça rentre tout dans la même patente au final, les conséquences de ça. Puis je trouve que c'est ça, on manque. Les joueurs eux-mêmes, en fait, sont pas conséquents. Ça, c'est une chose, qu'un joueur le soit. Peut-être qu'il manque d'éducation ou quoi que ce soit. Mais là, par exemple, la Ligue, elle ne peut pas. Donc, malheureusement, c'est plate pour le joueur qui n'est pas conséquent avec lui-même, mais la Ligue, elle, il faut qu'elle soit. Donc, il faut qu'elle oblige le joueur à être conséquent, même si lui, dans sa tête, ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, qu'il y ait une conséquence. Ça c'est moi, là, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans tout ça. Là. Ben, j'ai bien hâte de voir la saison prochaine, ce qu'on va faire justement de ces soirées-là, parce que certaines avaient été annulées. Et là, j'ai hâte de voir comment on va gérer ce problème-là et qu'est-ce qui va s'en venir, si on veut, du côté de l'avenir pour les soirées comme les soirées de la fierté. Donc, ça sera à suivre dans les prochaines saisons. Je peux me permettre, Nico, moi, c'est encore plus là que ça me dérange chez les équipes qui ont annulé. Ça, évidemment, je vous l'ai dit, c'est vert all the way. Si j'y allais d'un côté pratique, c'est comment ils vont faire pour implémenter une amende sur quelque chose qui doit être négocié. Je vois comme un chemin quand même difficile. Mais moi, ça, ma problématique, au-delà de l'opinion générale de quelques personnes qui ont une intolérance à certains niveaux, qu'une équipe annule pour une ou deux personnes au sein de son équipe et ne pense pas à la communauté complète. Personnellement, j'ai un problème encore beaucoup plus grand avec ça.
on peut débattre toute la journée de c'est quoi les problèmes de la religion ou / l'intolérance ou / les communautés. Ouais, c'est pas ça. Mais moi, que l'équipe l'annule parce qu'une ou deux personnes à l'intérieur de son équipe sont... Tant qu'à moi, j'aurais mis à l'amende l'équipe. Parce que l'équipe est le représentant de la Ligue nationale. Littéralement. C'est le partenaire de la Ligue nationale. Ensuite, le joueur est embauché par le partenaire qui est l'équipe. Donc, même au début, l'équipe aurait dû même, je pense, même être à l'amende. Absolument. Parce que ça, c'est une représentation claire que nous, pour ne pas faire de remous, on va supporter un joueur qui bon, disons que personnellement, je vais dire qu'il est dans le tort, mais la majorité des gens le pensent également, la majorité beaucoup, je peux dire, versus penser à tous les gens qui peuvent représenter au sein de leur communauté puis qui viennent voir leur match, puis des jeunes garçons, des jeunes filles, des jeunes hommes, des jeunes femmes. Donc, je dois t'avouer que mon problème est encore plus grand avec les équipes qui ont juste mis ça de côté parce qu'ils ont eu peur d'un petit backlash. Puis peut-être aussi 23 gars qui 2 gars dans le vestiaire que l'inverse. Ouais, c'est peut-être les propriétaires aussi ou les dirigeants qui sont homophobes, ça se peut aussi. Il y en a à tous les étages, I guess, je sais pas. Ouais. Mais... On ne regardera pas l'état de naissance de tous les dirigeants de la Ligue nationale. Non, effectivement. Ben, en fait, sur ça, on va passer au prochain sujet du vert ou rouge. Donc, dans mon équipe, donc on fait à chaque semaine maintenant. Je vous présente tout de suite les 2 joueurs en opposition cette semaine. Et ce n'est pas des joueurs de champ, c'est 2 gardiens de but cette semaine. Donc, on compare. Donc, voici les 2 choix, Carter Hart et Jeremy Swayman. Donc, on pourrait croire que Carter Hart a vraiment, exemple, des statistiques vraiment supérieures au fil des années. Évidemment, en termes de victoire-défaite, on n'est pas nécessairement surpris vu les déboires des Flyers. Mais même en termes, exemple, de pourcentage d'arrêt, avantage Swayman, moyenne d'efficacité, moyenne de but accordé. Avantage Swayman également. Dans ce cas-ci, on a l'avantage d'avoir une bonne formation devant lui. Les 2 sont âgés de 24 ans présentement. Donc, l'un a été choisi 48e au total et l'autre 111e de son repêchage respectif. Et en série, un peu plus de départ du côté de Carter Hart. Donc, Swayman était revenu en relève l'an dernier. Mais sinon, en termes de performance, justement, en série, Carter Hart a le dessus. Donc, je vais commencer avec toi, Steph. Pour toi, quel gardien prendrais-tu en premier dans ton équipe? Ouf, pas facile. Merci de me lancer en premier. Je vais y aller... Je vais y aller avec Carter Hart dans l'optique que Swayman, l'échantillon est quand même très petit. Les chiffres sont très bons, évidemment. Il joue pour une équipe extraordinaire. Carter Hart a quand même un rôle davantage de premier gardien. Swayman, on s'entend, là, c'est pas lui le numéro 1 à Boston. Donc, quand même, il joue beaucoup de matchs, là, mais à court terme, pour le portrait global, l'expérience, l'échantillon, c'est le mot que je cherchais, beaucoup plus grand avec un Carter Hart, quand même eu des succès dans les niveaux inférieurs. On se rappelle entre autres l'équipe Canada Junior et tout ça. Donc, j'irai avec ce jeune-là qui n'est pas dans un environnement facile. Tout le monde sait que ça fait à peu près 25 ans qu'il n'y a pas eu de stabilité chez les Flyers à cette position-là, même au niveau de l'équipe. Quand même 3e saison de suite là, sans faire les séries. Donc, il n'est pas arrivé dans un moment propice là, pour un jeune gardien. Il y a eu ses hauts et ses bas, mais oui, ça serait mon choix. Éloi? Ouais, écoute, moi aussi, je pense que je vais aller avec Carter Hart. Il y a eu un bon début de carrière, là, on a eu comme l'impression que ça ralentissait, mais l'équipe devant lui, là, il n'y a pas grand aide, puis ses stats que tu as montrées à l'écran sont pas si pires que ça, puis tout ça avec une équipe qui est vraiment pas très bonne défensivement depuis plusieurs années, qui n'est pas très bonne point depuis plusieurs années. Je pense que si tu mettais Hart à Boston, il y aurait des stats vraiment, vraiment meilleurs que ça. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que je dirais donc avec Carter Hart. Julien? Bon, là, j'ai triché un petit peu, là, parce que je sais voir ses statistiques de ses 2 premières saisons. Donc, les 88 premiers matchs de Hart, il est à 915, ce qui se rapproche beaucoup plus de Swayman, et toujours avec une moins bonne équipe que Swayman, et dans un rôle que c'était lui le premier, avec toute la pression qu'il vient avec. Donc, pour moi, c'est 100% Carter Hart. Il a été mis là très jeune avec
beaucoup de responsabilités très jeune, dans une équipe qui était vraiment pas aussi bonne que celle des Bruins. Donc, pour moi, c'est clair que... Puis c'est plate parce que, tu sais, c'est le genre de goaler que... pas qu'on a scrappé, mais tu sais, évidemment, tu sais, ça a baissé un peu dans sa tête. Puis là, peut-être à 26 à 28 ans, quand il va avoir une bonne équipe devant lui, ben il serait pas aussi bon que s'il y avait eu un développement normal à la Swayman. Donc, c'est dommage un peu. Mais c'est pas dit qu'il faut rebondir non plus. Tu sais, Price aussi, à un moment donné, il y a eu un bout aussi que ça allait moins bien, puis après ça, il est revenu, puis il était en de top. Mais tout ça pour dire que moi, je pense que Carter Hart, il y a plus de potentiel. Puis Swayman, tu sais, il est très cocky. Tu le vois souvent là, dans les arrêts de jeu, là, faire toutes sortes de gestes. Là. Puis quand il y a un peu de brasse camarade, là, il va vous donner une petite poussée. Tu sais, pour un gars de 24 ans qui est deuxième gardien, tu sais, OK, c'est son style, c'est correct, mais bon, je me garderais une gêne parce que je serais curieux de l'avoir allé à 55 matchs par année, Swayman, que ça donnerait avec une équipe moyenne, genre les Panthers de la Floride. Mm-hmm. Ben, quoi que des fois, pourrait ne pas faire pire que Bobrovski actuellement avec, avec les Panthers. Non, je suis pas sûr qu'il ferait bien mieux, par exemple. Un peu, mais pas tant. Je vais y aller avec Carter Hart. Par contre, ce qui me fait craindre dans son cas, puis c'est plate parce que ça va à l'extérieur du hockey, mais c'est vraiment l'aspect mental. Puis vous en parliez justement que les dernières années ont été très difficiles avec les Flyers. On l'a un peu lancé dans la mêlée au moment où c'était très difficile. Puis il était très jeune quand il a commencé déjà à être le gardien partant. Puis je pense que ça a quand même beaucoup joué au niveau mental pour lui. Donc j'ai quand même une certaine crainte qu'il ne rebondira pas de ça, en tout cas avec les Flyers. L'avenir nous dira s'il n'ira pas dans une autre formation par la suite. Mais c'est vraiment le seul point d'interrogation que j'ai pour lui. Pour votre information aussi, un autre gardien de justement 24 ans qui a été repêché dans ces années-là. Il y a Jake Oettinger aussi qui est présent. Et quand on compare en termes de statistiques, Oettinger a des statistiques quand même très similaires à Carter Hart. Évidemment, on a une meilleure équipe devant lui et a déjà prouvé en série aussi pouvoir très bien faire. Mais c'était un autre gardien qui aurait pu être dans ce comparatif-là cette semaine, puisque c'est les trois gardiens, si on veut, de 24 ans les plus intéressants. Mais il y en a quand même plusieurs parmi la Ligue nationale aux alentours de 24-25 ans en ce moment qui sont en train de se faire une place. Donc, ça sera intéressant de voir dans les prochaines années lequel se développera vraiment effectivement le mieux. Donc, dernière affirmation de ce vert au rouge, on revient avec le Canadien. Josh Anderson sera échangé d'ici la prochaine saison. Julien? Est-ce que je fais confiance à Elliot Friedman? C'est ça la question. Parce que si ce qu'il dit c'est vrai à 95%, c'est fait, moi je suis convaincu que le salary dump, qui n'est pas tant un dump, là, parce que c'est quand même un bon joueur de hockey, Josh Anderson, le gars avec le contrat qui ferait le sens inverse, pour moi, je suis convaincu que c'est Josh Anderson. Je ne vois pas qui d'autre. Et honnêtement, il n'y a personne d'autre avec un salaire de ce type-là qui peut intéresser une autre équipe. Donc, pour moi, ça va être genre un choix de premier tour ou un espoir A+, ou en tout cas un match-up avec Josh Anderson pour Dubois. Là, d'après moi, ça serait ça. Donc, il y a un gars qui a dit qu'il était à 95% sûr. Donc, si je me fais à lui, je te dirais vert. Mais toi. Mais dans la vie, on se fait tellement de beaux scénarios d'échange depuis que je suis jeune, puis j'ai appris à me calmer les nerfs, comme en même temps, y a-tu quelqu'un qui avait vu venir Kirby Dach pendant tout? Donc, est-ce que vraiment on va aller chercher du bois cet été? J'en reviendrai pas. Mais je vais dire rouge. Éloi? Je vais y aller avec rouge. J'ai pas l'impression qu'on va se départir d'Anderson. C'est un joueur, on n'a pas des tonnes de joueurs comme lui. Puis je pense pas qu'il est vraiment entré dans une grosse pente descendante. Là. D'après moi, il y a encore du bon hockey à donner aux Canadiens. Puis ce contrat-là n'est pas facile à échanger non plus. Tu veux pas l'échanger quand il n'y a pas une énorme valeur pour les autres équipes. Donc, tant qu'à ça, pourquoi pas le garder ici? Puis il y a une bonne chimie aussi avec certains des jeunes là, talentueux à l'avant. Donc, pourquoi pas le garder? Puis avoir cette présence-là plus physique avec des joueurs de talent à côté de lui. Moi, je pense qu'on va le garder plus longtemps. Steph? Écoute, difficile, honnêtement. Je vais dire vert. Dans l'optique que je ne suis pas sûre. Bon, il y a eu des blessures, évidemment. Il y a une historique quand même de blessures. C'est un gars qui est quand même inconstant au niveau des performances par rapport à
On parle souvent du potentiel, de la projection, ou des fois les souhaits des entraîneurs, on se dit si lui il avait l'éthique de lui ensemble, ça serait incroyable. Je pense que Justin Anderson je pense qu'il est très apprécié, puis les joueurs en parlent souvent, les plus jeunes entre autres, comment c'est un gars d'équipe, c'est un gars qui rassemble. Donc ça, c'est sûr, c'est important dans une optique de reconstruction. Par contre, une reconstruction, si on ne veut pas que ça dure 6-7 ans, il faut aller chercher des joueurs qui vont avoir un impact à long terme. Je ne suis pas certaine qu'un Josh Anderson, dans 1, 2, 3 ans, va avoir un impact quand nos tops, ou du moins ceux qu'on espère qui vont rester nos tops, vont être à ce niveau-là. Puis ça, je pense que Kent Hughes est très au courant de ça. Donc, je pense que s'il y a une bonne opportunité de le monnayer, là, puis évidemment, Elliot Friedman est quand même très bien placé. Donc, je pense qu'il y a une bonne opportunité de le monnayer. Ils vont l'envoyer pour aller chercher des joueurs qui ont un potentiel un peu plus constant, mais en espérant que c'est quand même des gars, un joueur où, bon, évidemment, ça serait bien fun du bois, mais justement d'aller chercher un joueur avec du size, qui a quand même un peu le même type d'ADN que Anderson, mais qui est peut-être une valeur un peu plus sûre, c'est toujours difficile, là, mais plus quand même dans ce package-là, mais juste d'essayer d'aller chercher un gars un peu différent. Je vais y aller avec Rouge parce que je crois que la direction du Canadien apprécie énormément l'impact qu'Anderson peut avoir dans le vestiaire au sein de l'équipe, puis il veut jouer à Montréal. Puis on a vu à la fin de la saison, avant sa blessure, ça commençait à justement mieux fonctionner, il commençait à produire davantage. Puis ça a semblé difficile au début l'adaptation avec Martin Saint-Louis, mais je pense qu'il commençait à trouver son jeu. Donc je pense qu'on va vouloir conserver ses services. Et je veux rappeler aussi que l'an dernier, on parlait beaucoup comme quoi Kent Hughes avait refusé une transaction impliquant un choix de premier tour pour Josh Anderson. Donc, pour moi, ça montre à ses yeux c'est quoi sa valeur et ce qu'il représente pour l'équipe. Donc, si, exemple, même si l'échange de Dubois survient cet été, si on compare Anderson à un premier tour, ça voudrait dire qu'on n'échangerait pas le premier tour qui est au repêchage. Donc, j'ai l'impression que si on va acquérir Dubois, on pourrait le faire sans Anderson malgré tout, même s'il y aurait un problème salarial. Mais là, on revient à notre problème de tantôt avec Mike Hoffman. Donc, ça sera à voir, mais j'ai l'impression que l'équipe veut le garder, puis au moins se donner encore une autre saison avec ses services pour voir ce qu'il peut donner à l'équipe sur une saison complète ou qui va être dans sa meilleure forme justement pour ensuite prendre une décision. Si, exemple, au moment qu'on est prêt à gagner, on l'échange en tant qu'asset peut-être pour aller chercher quelqu'un d'autre. Mais c'est le genre de joueur qui peut être vraiment intéressant pour l'équipe une fois en série. Donc, je pense que ça, c'est pas à négliger. Puis contrairement, exemple, à un Joël Armia qui ne produit pas du tout dans la saison, Josh Anderson a quand même quelques flashs qui en fait un joueur intéressant en saison et très intéressant en série. Donc, je pense qu'on va vouloir conserver ses services également.